Salut tout le monde, Michael ici avec un autre épisode de Startup Talks. Aujourd'hui, on a un épisode quand même spécial, particulièrement spécial. Non seulement à cause, notre invité, c'est Jessie Desjardins avec Brigil, VP de conception et développement. Mais on va faire, c'est la première dans une série de 3 épisodes. C'est la première fois qu'on fait ça. Puis la raison pour ça, c'est que le sujet qu'on discute, les villes, c'est quand même un sujet très profond avec beaucoup de contenu. Puis on veut prendre avantage du fait qu'on a un expert au sujet des villes pour aller très profond, puis aussi explorer des choses que vous avez peut-être pas entendues déjà. Puis on va quand même toucher plusieurs sujets contentieuses, la technologie, puis comment ça peut affecter nos vies de façon positive et négative. Puis j'ai vraiment hâte d'avoir cette discussion-là. Donc, Jessie, bienvenue sur Startup Talks. Donc, avec un sujet comme ça, où commencer? Je pense que la façon qu'on voulait le faire, c'est vraiment décortiquer en 3 épisodes où le premier, ça va être une historique des villes, right? D'où ça vient, comment est-ce qu'ils ont développé naturellement dans le temps. Puis après ça, on va aller plus vers la modernité. Donc, je te lance la balle. Comment est-ce qu'on a parti ça, la tendance des villes? Bien, je pense que c'est un bon point que tu amènes de décortiquer ça parce que les villes sont d'une complexité assez impressionnante. Puis, j'aime dire que les villes, c'est une des plus belles inventions de l'humain. Ça retombe à plusieurs années, plusieurs milliers d'années. Puis, fait que je suis d'accord que de splitter ça en 3 épisodes. Puis, ce qu'on avait en tête, c'était vraiment de parler des villes, pourquoi les villes, où est-ce qu'ils s'en vont, leurs tendances. Après ça, de peut-être aller voir dans la deuxième épisode les technologies comme l'auto intelligente. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est quoi l'avenir des transports? Et à un niveau plus urbain. Puis ensuite, ben, d'aller explorer avec toi les technologies qu'il va y avoir dans les bâtiments. Je pense que ça va faire un bon survol pour les gens qui s'intéressent à la technologie puis l'intelligence artificielle dans un volet plus urbain. Oui, absolument. J'ai vraiment hâte de commencer ça. Donc, ben, par-nous d'où ça vient, le concept des villes. Ça remonte jusqu'à quelle année environ? Ça fait plusieurs années, puis plusieurs milliers d'années. Puis les villes, dans le fond, puis quand on regarde ça, c'est très complexe. C'est des humains qui se sont regroupés pour des raisons assez spécifiques, pour des raisons sociales, identitaires, mais aussi de commerce, d'efficacité. Puis c'est là où est-ce qu'on a vu que l'humain est une bébite sociale. Je suis pas historien, fait que je veux pas non plus rentrer trop dans les détails, mais de ce qu'on comprend, de ce qu'on apprend, c'est vraiment pour des raisons très économiques, de pouvoir, de collectivité. Puis c'était l'autre jour quand on s'était parlé, c'est même toi qui m'as appris le nom de la plus vieille ville au monde. Alors, merci pour ça. C'est une bonne apprentissage. Puis je suis allé un peu plus lire là-dessus. Puis, fait que je vais te laisser nommer cette ville-là parce que c'est toi qui Oui, qui absolument. Ben, ce qu'on sait, parce que, tu sais, il y a tout le temps des nouvelles informations qui se présentent, puis ça nous force à repenser à notre vue de l'histoire, mais on pense que le début de la civilisation s'est produite dans une région qui s'appelle la Mésopotamie, qui est aujourd'hui, on appellerait ça l'Irak, tu sais, dans le Moyen-Orient. Puis la raison pourquoi on pense que les premières villes ou settlements humaines ont développé là, c'est que c'était positionné en 2 grandes rivières, le Tigris et le Euphrates. Puis évidemment, avec l'eau fraîche en abondance, ça nous donne la capacité de créer de faire beaucoup d'agriculture pour nourrir des grandes concentrations de personnes. Donc, je pense que ça, c'est un prérequis dans l'ancien monde. C'est est-ce qu'on peut nourrir des milliers de personnes à une place? Si la réponse est oui, c'est peut-être une bonne place où commencer. Puis pour faire suite à ça, d'autres villes se sont produites par la suite, dans les centaines d'années qui ont suivi ou des milliers d'années. On parle tout le temps de l'Égypte, mais il y avait aussi en Inde, Inde moderne, le Indus Valley Civilization. Puis les 3, ils ont comme un peu émergé en même temps, mais
l'affaire qu'ils ont toutes en commun, c'est des grandes sources d'eau fraîche qui ont permis de nourrir des milliers de personnes. Puis pour faire un rebond là-dessus, puis on le voit même dans les villes modernes puis plus industrielles, toutes les villes portuaires. Au Canada, on pense à des villes telles que Vancouver, qui a une énorme croissance, justement à cause de toute l'effervescence que l'accès à l'eau, l'accès au transport en bateau. Puis qui nous ramène un peu, si je peux nous ramener, mettons, en Outaouais, puis un contexte qu'on connaît, qui est Gatineau, puis le développement de notre ville, qui a été fondé par Philemon Wright dans les années 1800. Mais une des grandes avantages, justement, de l'Outaouais, c'était ses cours d'eau, qui a permis énormément tout ce qui était le transport de bois, le transport de matériaux. Puis ensuite, tous les villages qui se sont développés autour de l'Outaouais, bien, c'était des villages où on pouvait se déplacer à distance de marche d'une journée. Alors, si on part de Gatineau, par exemple, ou de Hull, puis on va vers Maniwaki, mais les villages qu'on voit, les Gracefield, Maniwaki, puis Wakefield, des villages comme ça, ils sont tous à une journée de distance à pied. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que certains livres d'histoire puis des recherches démontrent. Puis ça, c'est encore là, c'est pour des raisons économiques, sociales, de faire du truck, faire de la vente, toute la chasse, etc. Puis, avec toute l'évolution, puis si on fast-forward ça, plus dans des années, mettons, qu'on connaît, telles que les années 1900, puis ce qui est plus, on va dire, récent, bien, on voit vraiment que les villes ont toujours eu un volet très, très, très économique. Au niveau mettons, le développement du Canada, c'était pour aller subvenir aux besoins de la France, puis de l'Angleterre. Puis après ça, on a vu que c'était vraiment au Canada, c'était vraiment pour le bois, la nourriture, les fermiers, c'était des terres agricoles, où on a vraiment bâti des villages agricoles un peu partout. Puis, malgré ça, on a quand même vu des villes qui se sont développées pour quand même avoir une certaine cohésion sociale, des espaces où les gens pouvaient quand même être heureux, même si il y avait cette grande importance économique-là dans ces villes-là. Fait que l'aspect humain est super important. Puis aujourd'hui, ce que je trouve, c'est que l'aspect humain va dominer encore plus pour les prochaines années. Parce que quand on regarde là où il y a le plus de croissance, c'est là où est-ce qu'on est capable d'attirer le talent puis d'attirer les gens. Fait que c'est vraiment tout ce qui est à propos d'amener les gens à, on va dire, triper sur une ville, aimer la ville, trouver qu'il y a de la culture, une effervescence de bonheur et de qualité de vie. Puis c'est ce qui va vraiment, je pense, être le facteur numéro 1 pour les croissances des villes puis leur attractivité. Oui, sans doute. C'est même, je serais prêt à dire que il y a des éléments sociaux émergents qu'on n'aurait pas pu prédire qui sont sortis des villes une fois qu'on a mis plus d'humains ensemble. Puis c'est important de mentionner qu'avant l'invention ou l'émergence des villes, les plus gros groupes qu'on pense que les chasseurs, il y a 10 000 ans et avant ça, pouvaient se regrouper, c'était à peu près 200-250 personnes. On appelle ça le Dunbar's Number parce que plus gros que ça, c'est difficile de te souvenir des noms de tout le monde. Puis, c'est pas mal des groupes de famille au final. Mais dans une ville, c'est plus que ça. Ça devient un autre phénomène complètement. Puis c'est là où on doit inventer des nouvelles structures socio-politiques, économiques, comme les lois, un système de loi, un système d'écriture. Ça, tu peux même dire que c'est une technologie, l'écriture. Les mathématiques, à un certain point, il y en a qui pensent que la comptabilité, c'est la première expression de langage écrite, parce que quand tu regroupes 1000 personnes à une place, c'est comme... Tu sais, je t'ai passé deux chevals, puis en échange, tu m'as donné X nombre de blé. Tu sais, puis il faut garder des records de tout ça. Donc, c'est juste, je trouve ça intéressant que sans les villes, on ne pouvait pas vraiment scaler l'humanité plus loin que 250, mais avec des villes, avec des regroupements plus complexes, on est rendu à, c'est quoi, Tokyo, à 37 millions, par exemple. Donc, ça montre que c'est un changement de paradigme complètement. C'est incroyable la croissance, puis comme tu dis, le déblocage que ça a généré. Puis
il y a quelques experts aussi qui pensent que justement dans les villes, même s'il y avait un regroupement, rendu à un certain nombre, tel que, mettons, 1000 habitants, des fois, il pouvait y avoir une perte de cohésion sociale parce que les règlements n'étaient pas respectés par tous et ainsi de suite. Et c'est là que quand la religion a commencé à se développer, je pense que c'est là, selon l'expert, c'est un super bon podcast qui s'appelle Creating God sur NPR. OK. Je le recommande vraiment, là, si vous voulez comme un peu l'histoire un peu plus approfondie sur la religion. OK. Puis, Comme l'émergence de la religion. l'émergence de la puis- religion. Puis lui, il est très impartial. Là. C'est comme vraiment, Super. c'est un expert. Ouais. Mais tout ce que ça l'a amené en termes de structure sociale, puis de cohésion sociale, puis de pouvoir amener ça à du 10 000 habitants et plus. Ouais. Puis c'est avec les années, quand une ville puis un regroupement est structuré, que la gouvernance arrive, que les lois arrivent, que là, on voit vraiment un peu moins la religion prendre effet sur l'État. Oui, Alors, effectivement. quand on a l'État qui devient plus structuré, plus ancré, on va dire, dans la collectivité, bien, c'est là où est-ce qu'il y a un détachement de la religion qui peut encore rester actif à différentes façons, puis là, de mixer plus de religions ensemble, mais d'avoir l'État qui est le point central sur la gouvernance. Oui, c'est super intéressant ce que tu dis, puis j'imagine que tu as lu le livre Sapiens de Yuval Harari, parce que j'entends une couple de ces idées là-dedans, dans le sens que dans le monde moderne, on a comme un peu remplacé les religions par plus des idéologies comme politiques, mais ça, c'est lié intrinsèquement avec la façon qu'on veut opérer nos sociétés, right? Les lois qu'on veut pousser, la gauche, la droite. On ne rentre pas là-dedans aujourd'hui, mais c'est très intéressant. Ça vaut la peine de le mentionner. Oui, puis comme je l'ai dit un petit peu en entrée, les villes regorgent de complexité. On finira jamais d'apprendre la complexité des villes, puis il faut respecter cette complexité-là. Puis il ne faut pas se dire expert au niveau de tout savoir. Ce qu'on peut comprendre, par contre, c'est des tendances, c'est de se poser la question, qu'est-ce que les humains ont de besoin? Puis j'ai vraiment hâte d'aller en profondeur avec toi, mettons, dans les technologies, tout ça, c'est super excitant, mais je pense que c'est vraiment important qu'on fasse un petit survol sur peut-être les années 1900, puis l'évolution, puis peut-être des grands mouvements urbains qu'on a vus, puis en parler, parce que ces mouvements-là ont été générés souvent par justement des types de technologies ou des inventions qui ont eu des répercussions positives et d'autres plus négatives. Puis c'est important de les comprendre pour ensuite mieux prendre des meilleures décisions pour le futur de nos villes. Fait que je ne sais pas ce que tu en penses, si on part là-dedans. Let's go. On y va. Puis, fait que dans le fond, une des grandes villes auxquelles je pense qu'on peut regarder pour comprendre un peu l'évolution dans les années 1900, c'est New York, évidemment, la plus grande ville en Amérique du Nord, le poumon économique de l'Amérique et qui est le poumon économique du monde actuellement. Qui sait si ça va changer. Mais The Big Apple. The Big Apple. Puis, c'est une femme extraordinaire que j'ai eu la chance de lire beaucoup sur elle, qui s'appelle Jane Jacobs, que j'ai vraiment pu apprendre un peu plus sur comment l'évolution de New York s'est passée au niveau urbain. Okay. Puis, ça nous amène dans les années 1950, où est-ce que, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu toute l'effervescence de l'automobile, qui est une invention qui était faite dans les années 1920, mais qui n'a jamais vraiment décollé un grand niveau. Puis New York, ben, une fois que c'était une ville très, très, très densifiée, avec tous ses transports, etc., ben, avec l'arrivée de l'automobile, il y avait un développeur de ville qui s'appelait Robert Moses, lui est arrivé avec l'idée de, bon, on va venir créer des solutions, parce qu'à l'époque, New York était un peu délabré, il y avait peut-être beaucoup de crimes, c'était insalubre, etc., etc. Puis l'idée, ben, c'était de venir créer de la place pour l'automobile, pour l'effervescence. Alors, il y a des quartiers extrêmement gros qui ont été complètement démolis, rasés. Il y a des autoroutes qui ont été construites au travers. Puis à l'époque, c'était l'idée de nettoyer New York. Alors, de venir démolir des quartiers, puis reconstruire des nouveaux quartiers qui allaient être plus salubres, avec plus d'espacement entre les bâtiments.
qu'elle allait être plus abordable, qu'elle allait être plus, etc., etc. Mhm. Puis que l'automobile allait être un peu le poumon de déplacement pour ces quartiers-là. Puis dans toutes au début, même Jane Jacob elle-même trouvait que c'était une bonne idée parce qu'elle avait assisté au pitch des premiers projets. Puis elle a dit OK, parfait, on va voir de quoi ça a l'air. Puis après ça, ben c'est une fois qu'elle l'a vu en vrai, qu'elle s'est dit OK, on s'en va vraiment pas dans la bonne direction. Puis elle a parti vraiment un mouvement avec des citoyens en écrivant énormément d'articles. C'était une journaliste à la base qui a, par sa curiosité, commencé à apprécier les villes, puis toutes les nuances, puis les beautés de la ville de New York. Puis elle s'est vraiment opposée à tous ces gros projets-là. Puis à Robert Moses en particulier. Oui, c'était comme un film, là, Robert against Jane. Là. Je pense qu'il y a un film qui s'appelle Motherless in Brooklyn. Est-ce que tu l'as écouté? Non. C'est sur Robert Moses. C'est Puis ça. je pense que cette dame-là est justement comme celle qui va contre le grand méchant. Oui, OK, ben c'est sûr. Il y a beaucoup de livres et de choses qui ont été, de documentaires sur Jane Jacob. Ouais. Puis une des choses qui m'a vraiment marqué dans ce qu'elle explique, c'est l'interconnectivité des quartiers. C'est tellement important d'avoir des quartiers qui sont interconnectés les uns dans les autres, que les gens peuvent aller voir leurs voisins pour de l'aide, puis de créer comme un système de support à travers le milieu urbain. Puis quand on vient créer une autoroute qui sépare ça, ben pour aller voir ton voisin, il faut un auto. Il faut que tu te déplaces des fois plus long que si tu étais à pied parce que tu peux pas passer directement. Puis malheureusement, ben, ces autoroutes-là ont été créées dans des quartiers qui étaient plus défavorisés, où le système de support était beaucoup plus nécessaire. Alors là, c'est là où est-ce que dans ces villes-là, on a vraiment vu l'effet négatif de l'automobile, puis de venir vraiment segmenter, séparer, puis il y a énormément de pages maintenant, puis de blogs, puis d'informations sur l'effet négatif que ces grosses infrastructures-là automobiles ont généré. Puis là, après ça, ben, même des villes comme Amsterdam, eux aussi ont eu un impact énorme après la guerre, parce que c'était une ville où il y avait énormément de cyclistes, puis le monde marchait, prenait le transport en commun. Puis avec l'arrivée de l'automobile, ben, c'est venu complètement renverser un petit peu l'utilisation du vélo pour l'automobile. Ce qui nous ramène un peu plus tôt à l'invention du vélo. Oui, okay. Une innovation que j'adore, qui est super simple. Moi aussi, d'ailleurs. J'essaie d'en faire le plus possible. Mais Juste en faire, c'est déjà assez. Je pense que plus qu'on en fait, plus qu'on tombe en amour avec, puis on réalise la liberté que ça nous donne et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une ville comme New York, de l'innovation, de l'économie et tout ça, où est-ce que l'automobile est arrivé en grand nombre, qu'il a fallu qu'il freine puis qu'il tourne de bord. Mais on a aussi des villes comme Amsterdam, qui étaient un peu plus petites, moins énormes sur la map, puis qu'aujourd'hui, on pense que ça a toujours été des villes cyclistes, mais qu'en fait, dans les années 1900 jusqu'à 1971, l'automobile était dominante. Okay, je ne savais pas. Oui, c'est incroyable. Vous pouvez aller voir, là, il y a des photos qui montrent Amsterdam dans les années 1965, où les routes sont remplies d'automobiles, il y a du trafic. Et il y avait même deux frères qui voulaient créer un gros plan à Amsterdam pour qu'il y ait des grands boulevards. Puis il y avait toute une vision de raser Amsterdam, puis de remplir les canaux, tous les genres de canaux, les ruisseaux. Les remplir. Les remplir pour faire des grands boulevards. OK. Alors, il n'y a pas une ville qui l'a échappé, on va dire. Ouais. Mais il y a des villes comme Amsterdam, en 1971, qu'ils ont décidé un regroupement de maires, de se mettre ensemble, puis de partir un mouvement, à cause que malheureusement, il y a eu plus de 400 enfants qui ont perdu la vie à cause de l'automobile, 3000 personnes au total. Et ça a parti le mouvement Stop the Kindermord. Alors, arrêtons la tuerie d'enfants. Et c'est une histoire qui est marquante, c'est triste, mais ça a vraiment enclenché une révolution énorme à Amsterdam. C'est vraiment impressionnant la force de la collectivité à ce niveau-là. Bien, je suis curieux parce que ça semble avoir fonctionné à Amsterdam, mais je ne pourrais pas nommer beaucoup de villes au monde qui ont suivi la même transformation, le même mouvement. Donc, pourquoi est-ce que tu penses que c'est le cas?
right time at the right moment. Je pense que c'était vraiment une question de timing et de structure urbaine, structure politique. Puis un événement déclencheur, avec les bonnes personnes, avec le bon leadership, et tout ça. C'est ça. Parce que dans le fond, ça a toute partie d'un enfant, d'un journaliste qui a perdu la vie, que lui a écrit un article. Ah, tu vois. C'est très spécifique. C'est très path dependent, ça. Énormément. Puis après ça, je pourrais parler d'une autre ville, Copenhague, par exemple, qui a une histoire un peu différente. Mais Amsterdam, eux, ce qui est arrivé, c'est ça. C'est un journaliste qui a écrit une histoire. Il y a des maires qui ont vu l'histoire. Ils se sont dit, il faut faire de quoi avec ça. Puis lui, dans le fond, son idée, c'était de mettre les enfants tous dans des autobus au lieu de les faire marcher puis de prendre le vélo puis pour aller à l'école. Ouais. Et là, les mères ont dit, mais non, on ne peut pas mettre les enfants dans une grosse boîte. Right. Faut que les enfants aient la liberté de jouer dans les rues. On les aime, nos enfants. C'est comme une prison sur 4 roues. C'est une prison sur 4 roues. Puis ils ont décidé d'aller complètement à l'encontre de ça. Puis c'est là où ils ont parti le mouvement Stop the Kingdom Ward. Puis aujourd'hui, tu vas à Amsterdam, puis il y a des autobus d'enfants, mais c'est tous des enfants en vélo qui s'en vont à l'école. Même dans les petites banlieues d'Amsterdam, je l'ai vécu de mes propres yeux, puis ça donne des frissons. Là. C'est incroyable. Cool. Puis, suivant 1971, en 1973, il y a eu la crise du pétrole. Alors là, ça coûtait super cher de se déplacer en voiture. Alors, les politiciens, il y avait une crise économique, une révolution de mères et d'humains qui voulaient plus d'espace pour les humains. Le catalyse parfait. Le timing était bon. Got it. Et là, depuis ce temps-là, le nombre de décès par capita a chuté de façon exponentielle. C'est redevenu à des niveaux beaucoup plus stables. Amsterdam, ben, dans les Netherlands, au niveau de la santé humaine aussi. C'est sûr. Je veux dire, si tout le monde fait du vélo puis se déplace comme ça. Je me pose la question, comment que ça se fait que l'automobile, l'ère de l'automobile était possible au début? Parce que, il me semble, il y avait l'ère du cheval puis du horse-drawn carriage. Ouais. Puis ensuite, on a sauté à l'automobile, mais entre deux, il n'y avait pas l'opportunité de créer un centre urbain plus comme Amsterdam. Puis pourquoi qu'on a sauté à l'automobile tout de suite? Ouais. C'était-tu juste le techno-optimiste run amok? Tu sais, Oui, je pense. Ben ça, c'est sûr que c'était après la guerre. Il y a tout eu l'effervescence du American Dream avec on a des terres à développer, on voulait bâtir des familles, il y a le baby boom, les gens ils voulaient des enfants. Puis il y a eu beaucoup de lobbyistes sur développer des quartiers avec des maisons pour les individus. Fait que ça a pris beaucoup d'ampleur, qui ensuite, ça a sûrement été un peu vendu aussi en Europe et dans d'autres villes. Mais si on revient, mettons, à une ville comme Londres, par exemple, qui était le birthplace du train. Ouais. C'est à Londres qu'on a bâti les premiers trains. Ouais. Puis c'est en 1869 que le premier métro a été bâti à Londres. 1869. Wow. Ça fait longtemps, là. Ouais. Alors, puis eux, c'était vraiment une stratégie de creuser les tunnels. Fait qu'au lieu d'aller en dessous, ils ont vraiment fait comme une fondation, à ciel ouvert, ils ont tout construit. Puis ensuite, ils ont mis des structures, puis là, ils sont venus remplir. Par-dessus. Okay. Aujourd'hui, c'est la fameuse ligne jaune qui est le Circle Line à Londres. Uh-huh. Et parce qu'avant ça, c'était les trains se rendaient, mais aux deux extrémités de la ville. Puis c'était justement, comme tu me disais, en cheval que les gens ils se transportaient d'extrémité à l'autre. Puis là, le Circle Line est venu, genre. Puis comment tu te sens par rapport au métro, puis au subway, puis ces choses-là? Penses-tu que ça a un impact plus positif et naturel pour les villes que l'automobile? Ah ben oui, 100%. Okay. Ça, c'est inévitable. Je pourrais en parler des heures. Puis, on a 2 autres épisodes. Oui, ça fait qu'il va falloir que je trouve les bons... concentrer vraiment les sujets là-dessus. Ouais. Mais si on revient, mettons, à Londres, eux, ils ont développé ça, le fameux subway à ce temps-là. Puis dans les années 1920,
À Londres, il y avait beaucoup de pollution parce que c'était une ville où c'était très, très, très industriel. Mhm. Puis c'est là où ils ont parti tout ce qui était le mouvement des trains un peu de banlieue. Ouais. Alors, tu pouvais obtenir un billet de ton médecin qui te permettait de sortir de la ville le week-end en train pour aller te ressourcer dans la puis ensuite revenir travailler. OK. Puis c'est là où est-ce que le réseau de trains à Londres est complètement incroyable. Là. Puis c'est super bien développé. Puis les réseaux de trains, il y en avait partout au monde avant l'arrivée de l'automobile. Mhm. Même ici, à Gatineau, la rue Saint-Joseph, on avait un tramway. Mhm. Il y avait un Oh, ouais. ouais, puis si on revient un peu plus localement, à Gatineau, avant le plan Grébert, qui était le fameux plan après la guerre, pour développer Gatineau puis Ottawa. Puis ils appelaient ça le City Beautiful. Fait que c'était vraiment de créer une belle ville. C'était dans l'idée. Mais le train arrivait directement devant le Parlement. Alors, on avait le train qui arrivait au Union Station, qui est maintenant le bâtiment du Sénat. Du Sénat. Du Sénat devant le Château-Laurier. C'est vrai que ça ressemble pas mal à comme une station de train, là. Pareil que celle de Toronto. Là. C'est OK. tu sais, un peu la même architecture, Ouais, grandiose, OK. t'as l'arrivée. et dans le plan Grébert, on voit, il démontre vraiment, là, il y a une image où on voit toutes les rails, Mhm. puis après, on voit toutes les autoroutes. OK. Puis là, c'était comme le plan avant-après. Ouais. Puis la 417, l'autoroute 417, c'était là où les trains arrivaient. C'était toute la ligne de train. OK. Puis là, ça passait au musée de la nature. Puis là, ça descendait comme avec... il y avait une station là. Ouais. Ça descendait Canal Rideau. Puis ça venait jusqu'au bâtiment du Sénat. Puis ensuite, ça continuait sur le pont Alexandra jusqu'à... après ça, les endroits comme Maniwaki ou Wakefield, tout ça pour tout ce qui est Beaucoup là-bas. peut changer en une centaine d'années. Oui, exactement. Puis même si je saute, mettons, à Copenhague, en 1984, ils ont retiré tous les tramways. Puis c'est en 2001 qu'ils ont remis le premier métro. OK. Alors, les villes changent vite. Mhm. Puis on peut faire des erreurs, mais ça nous démontre aussi qu'on peut réparer des erreurs assez Absolument. rapidement. Puis ça, c'est là où est-ce que moi, je reste super optimiste sur l'avenir des villes. Puis je pense vraiment qu'on a des choix très, très, très cruciaux en ce moment. Mhm. Parce que, comme je mentionnais au début, on a plus de 2,5 milliards de personnes mondialement qui vont déménager dans les centres urbains dans les prochaines années, jusqu'en 2050. Ce qui va mettre énormément de pression sur la mobilité, le coût de la vie, des possibilités de surpopulation, etc. Mais ça nous donne aussi une opportunité de dire, bon, bien, comment est-ce qu'on développe nos villes pour accueillir ces gens-là? Et c'est à nous aujourd'hui de prendre des décisions qui ne seront pas faciles parce que c'est sûr que le réflexe, c'est bien, je veux mon auto, je veux être à l'air conditionné, je veux être confortable, je veux me rendre chez nous sans trafic. Alors, je veux pas de voisins. Je veux ma maison, ma cour arrière, ma piscine, mon barbecue. Puis, c'est difficile en tant qu'individu de vouloir prendre des décisions collectives. Mais si on se met vraiment à réfléchir sur qu'est-ce qui est bon pour mon voisin, puis mes enfants dans le futur, puis etc., c'est là où est-ce qu'on peut-être que notre vision sur les villes vont changer. Ouais. By the way, tu connais beaucoup sur les villes. C'est super de fun d'avoir une connaissance encyclopédique au sujet. Avant de passer à un autre sujet, je voulais juste retourner sur un point au niveau de l'explosion des vélos, de l'utilisation des vélos, par exemple, dans les Pays-Bas. J'imagine que ça a un impact positif sur le système de la santé, étant donné que tout le monde est actif tout le temps, se promène. As-tu des statistiques là-dessus? Est-ce que tu connais les chiffres? Comme, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais j'imagine que même Gatineau, ville où on conduit pour aller n'importe où versus là-bas. Puis je sais que c'est un enjeu important pour le Canada à certaines places. Le système de la santé a de la misère. Est-ce qu'on pourrait réduire les coûts présents et futurs si on virait vers un modèle plus comme ça? Je pense que tu as la réponse. Alors, mais oui, il y a beaucoup de statistiques qui existent. Il y a un livre que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je pense que si n'importe qui s'intéresse aux villes puis veulent vraiment comme avoir un petit crash course sur comment les villes fonctionnent puis le 101, on va dire, des villes,
je recommande beaucoup le livre Walkable Cities de Jeff Speck. C'est un urbaniste américain qui a vraiment étudié les villes. Il a fait beaucoup, beaucoup de recherches très statistiques, très orientées vers les faits. Ouais. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là parce que ça te permet de vraiment comprendre comme les fondamentaux des villes. Puis, dans son livre, justement, Walkable Cities, il fait mention justement de l'effet du vélo et de la marche, surtout, sur le système de santé. Puis, en Amérique, ce qu'on a découvert, c'est que si on prend les 10 villes les plus marchables, où on peut le marcher le plus facilement, puis les 10 villes les moins marchables, on trouve des statistiques qui sont extraordinaires. Oui, j'imagine. Alors, les villes où on marche comme c'est le plus difficile à marcher, le taux d'obésité est autour de 60 %. Et les villes où on marche le plus, le taux d'obésité est autour de 30 %. Wow! Immense. Immense gap. Puis là-dedans, aux États-Unis, il y a tout le facteur de la nourriture. Puis aussi, dans les villes où on marche beaucoup, mais il y a aussi malheureusement, il y a des inégalités socio-économiques qui font en sorte qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui n'ont peut-être pas accès à des vélos, à du transport en commun, puis qui sont plus isolés. Fait que si on se concentrait encore plus dans ces villes-là, ça serait extraordinaire. Puis, pour répondre à ta question sur les statistiques de Pays-Bas, justement, quand j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques mois, puis j'avais vu que dans les Pays-Bas, le taux d'obésité était autour de 15 à 16-17 %. Wow! Puis ça, on ne parle pas des centres urbains là, comme Amsterdam. Là, on parle vraiment des Pays-Bas, du pays. Et si on prend le Canada, on est autour de 38 %. Puis les États-Unis, je pense que c'est 45 % quand on prend la moyenne. Et c'est là qu'on se dit, my God. Donc, on ne peut pas débattre, même s'il y a un effet positif. Il y a un effet positif. Puis je sais que tu l'as mentionné, c'est très intuitif, là, pourquoi, mais... Puis c'est là où que... Quand on prend des grandes décisions, comme on va virer la ville vers le transport en automobile, il faut prendre en compte les externalités négatives qui peuvent venir avec ça. J'imagine qu'ils n'ont pas pensé à ça dans le temps parce que c'était plus probablement driver profit, driver économie, développement, mais... Et court terme, je pense. Court terme. Il faut penser long terme avec ces choses-là. Je veux dire, des villes, ils vont vivre pendant des centaines, sinon pas des milliers d'années. Espérons-le des milliers, parce qu'il y a des belles villes comme Rome, que ça fait 5000 ans. C'est ça. C'est fou. Puis tu vois, quand tu vas à Rome, tu vois toutes les couches de la ville. On dirait que c'est comme... La Grèce aussi, apparemment, c'est le même. Oui, c'est des couches une par-dessus l'autre. Puis c'est ça qui rend la beauté des villes. C'est leur évolution, puis la complexité qui se développe de fil en aiguille. Puis c'est ce qui rend la chose aussi intéressante, je pense. Absolument. Mais pour revenir à la question de l'automobile, puis pourquoi est-ce qu'on l'a poussé, une petite anecdote qui est quand même intéressante que j'ai eu la chance de voir, c'est quand que l'arrivée de l'automobile est justement le grand push, c'était toute l'industrie de l'automobile finançait des études au niveau des universités. Puis ensuite, il y a beaucoup, beaucoup de grants puis d'argent qui était développé pour l'urbanisme puis de l'ingénierie automobile. Alors, beaucoup des travailleurs de train ont perdu leur emploi ou avaient moins d'offres. Alors, sont devenus des experts à bâtir, mettons, des autoroutes ou tout le système de transport. Alors, on a perdu vraiment une grande... quasiment une génération d'experts en train puis en transport collectif. C'est souvent le cas où tu as une industrie qui est financée par le privé, puis ça a un effet sur la recherche qui affecte ensuite la politique, les politiques, puis ça fait comme une roue. C'est comme le Military Industrial Complex, mais d'un autre sens. Exact. Puis, fait que puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on veut développer des systèmes de transport en commun au Canada ou en Amérique, ça coûte beaucoup plus cher qu'en Europe. Parce qu'en Europe, ils ont conservé ce savoir-là, puis c'est plus proche. C'est un territoire qui est assez similaire aux Europe et Amérique du Nord, là, si on prend les deux ensemble. Mais ils ont conservé cette intelligence collective-là sur les trains qui leur permet aujourd'hui de construire des trains à des prix beaucoup plus avantageux, quasiment des fois à 20-50 % du prix de ce que nous, on paye. Oui, ou plus, parce que... En tout cas, aux États-Unis, j'ai entendu que pour créer un système de train, c'est comme des milliards de dollars automatiquement. Puis
c'est pas comme économiquement viable même de créer du high-speed rail, par exemple. Si tu veux faire comme ville à ville, qui je pense serait très intéressant, tu sais, pour enlever beaucoup de trafic. Mhm. T'as-tu fait récemment de Ottawa à Toronto? C'est incroyable comment de trafic qu'il y a. Puis là, tu restes embouché à l'entrée de Toronto. Ouais. Puis... J'étais un grand fan de train, alors je prends pas mal toujours le train pour m'y rendre. OK. Puis je fais souvent Montréal, Ottawa en train aussi. Ouais. Puis Par contre, c'est un peu lent à mon goût. c'est lent, mais je fais une petite sieste, Ouais. je travaille, je peux travailler. Puis il y a un côté aussi que j'ai aucun stress. Tu sais. Right. Fait qu'il y a beaucoup. Je trouve ça plus plaisant. Right. Mais malheureusement, comme je le disais, avec le plan Grébert, l'arrêt de train à Ottawa a été déplacé à l'extérieur de la ville. Mm. Fait que là, c'est sûr qu'il y a cette dynamique-là qui est plus difficile que si on arriverait directement au centre-ville. Ouais. Mais c'est ça. Oui, ben en fait, moi j'ai une série de questions au niveau de tendances qu'on voit dans les villes. Puis tu sais, je sais qu'il y a une longue liste, mais parle-nous de comme des plus grandes tendances que tu vois qui sont en train d'émerger, puis où ça s'en va. Je pense qu'un retour aux sources. Je pense que une des grandes tendances qu'on voit en ce moment, c'est de reconcentrer sur le besoin humain. On en parlait très brièvement au début, là, mais des villes comme, par exemple, Montréal, que je trouve qu'en ce moment, ils font un énorme travail sur amener le bonheur humain puis la qualité de vie, sont vraiment, vraiment axés là-dessus. Fait que ça, c'est une des grandes tendances. Parce que, encore là, attirer la main-d'œuvre, attirer le talent, c'est la meilleure façon, c'est de créer de la culture puis une joie de vivre. Alors, je pense que les villes qui vont investir dans justement le transport actif, collectif, les espaces publics, les troisièmes lieux, comme on les appelle, vont voir beaucoup, beaucoup d'avantages compétitifs. Ensuite, la densification, ça, c'est sûr qu'on va le voir énormément. Il y a des villes qui vont bien le faire, il y a des villes qui vont moins bien le faire. Ottawa, en ce moment, je trouve qu'il s'enligne vers une bonne direction avec une densification autour du train léger, tout en aussi investissant dans les rues principales. Parce que c'est important d'avoir des rues principales où on y retrouve des commerces de proximité, un bon petit resto, des pistes cyclables puis des voies cyclables pour s'y rendre. Je l'ai remarqué dans les dernières années à Ottawa en particulier qu'il y a beaucoup plus de cranes, de projets de construction. Puis je me rappelle, il y a 5 ans, c'était pas de même. Donc, ça l'accélère, je pense. Ça l'accélère. Il va encore avoir un déficit en termes d'offres de logement. Fait que ça va être un gros défi quand même. Puis si on veut combattre tout ce qui est les problèmes d'itinérance, etc., bien, il va vraiment falloir collectivement qu'on se dise, OK, il faut densifier notre ville. Comment la densifier? Avec les défis d'approvisionnement, parce que ça coûte de plus en plus cher construire. Il y a vraiment des défis à ce niveau-là. Sur ce point-là, comment réduire les coûts de construction? Je sais qu'on a comme un challenge au Canada en particulier en ce moment, puis on le ressent. Les gens sont très vocaux. Le fait que le taux d'immigration est plus élevé qu'elle n'a jamais été dans le passé, mais en même temps, c'est difficile de bâtir. Puis je sais que tu peux en parler beaucoup sur le sujet, mais c'est quoi quelles sont les pistes de solutions pour accélérer le processus de création de logements face à ces contraintes-là? Il y a plusieurs pistes de solutions. Je pense qu'en premier, on parlait de bien densifier. Si on densifie aux bons endroits, proche des transports en commun, bien, on est moins obligé de développer du stationnement pour, mettons, l'automobile, qui peut représenter quasiment 10 à 20 du coût d'un bâtiment. Ah, OK. Alors déjà là, si je suis capable de construire un bâtiment qui n'a pas de stationnement, bien, je viens d'éliminer une grosse portion du coût. 15 à 20 15 à 20 à cause que creuser, remplir ça de garage pour l'automobile. Puis ça prend de l'espace, c'est du real estate. C'est du real estate, c'est des coûts, c'est du temps, c'est du financement. L'intérêt, il est haut en ce moment, l'intérêt de financement. Alors, toute cette infrastructure-là, souvent, coûte très, très, très cher à construire. Alors, si on est capable de réduire ça de 50 de 75 puis d'avoir juste un petit peu de stationnement ou des autopartages ou des solutions différentes, bien, c'est là où est-ce qu'on va venir économiser énormément. Après ça, tout dans la chaîne d'approvisionnement.
comme je disais, il y a 2,5 milliards de personnes jusqu'en 2050 qui vont déménager dans les villes. Alors ça va générer une compétition pour les matériaux puis de construction partout au monde. Alors, c'est les villes qui vont avoir le plus de budget ou des gens qui ont le plus de jobs payantes qui vont être avantagés à ce niveau-là parce qu'ils compétitionnent contre l'ensemble des autres villes. Alors, il faut trouver une façon de s'approvisionner de matériaux de construction, que ce soit des toilettes, des lavabos, de la brique, le métal, le bois, etc. Les matières premières puis les matières transformées de façon super intelligente. Là-dessus, il y a plusieurs solutions. Est-ce que c'est d'essayer de réduire la chaîne d'approvisionnement, avoir moins de middlemen? Est-ce que c'est que le gouvernement fasse une décision d'acheter en gros on va dire des toilettes ou des briques ou ça peut aseptiser un petit peu le design, il y a un risque là, mais de trouver une façon de compétitionner de façon en gros. La Chine le fait. Eux, quand ils construisent, le danger, c'est que tout peut avoir l'air pareil. Fait qu'il je pense qu'au niveau du design extérieur, de l'architecture, il faut être très sévère sur le look. Il faut que nos villes soient belles. Mais il y a peut-être une technique d'approvisionnement à ce niveau-là qui peut être développée. Puis ensuite, je dirais le code du bâtiment. Le code du bâtiment se complexifie d'année en année. On rajoute des règles qui peuvent des fois être redondantes ou peut-être aller un petit peu trop loin dans le code du bâtiment, qui rajoutent des coûts. Tu sais, quand on parle d'environnement, l'automobile représente... tous les transports, c'est 45 % de nos gaz à effet de serre au Québec. L'automobile, c'est 22 %. Puis le bâtiment résidentiel, c'est autour de 5 %. Mais on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts à construire des bâtiments écologiques. Right. Mais l'effet vient des automobiles. Vient beaucoup des automobiles. Évidemment, le bâtiment a une part de responsabilité. Mais si on regarde le coût que ça génère, avoir les petits gains dans le bâtiment, puis après ça, le coût de la vie que ça a sur les individus, je préférerais beaucoup plus qu'on taxe les bâtiments qui sont en banlieue, loin des transports, puis qu'on ait un code du bâtiment qui est beaucoup plus souple pour les bâtiments qui sont connectés à du transport, puis des quartiers complets où les gens peuvent vivre sans voiture. Puis l'effet sur l'environnement là-dessus va être énorme, je pense. Très intéressant. Puis, je t'ai pas entendu le dire, mais j'imagine qu'il y a aussi des opportunités à innover au niveau technologique. C'est pas juste comment sourcer les matériaux, mais comment les mettre ensemble. Tu as dit d'enlever des middlemen, mais personnellement, je trippe sur le concept des bâtiments imprimés. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je sais qu'il y a probablement énormément de limitations, puis ça ne respecte pas le code du bâtiment, mais le fait que tu peux imprimer des maisons dans 2 jours, puis oui, ils ont l'air un peu funky en ce moment, là, tu peux créer des designs quand même intéressants avec des murs courbés et tout. Est-ce que tu verrais ça au Canada à un moment donné? C'est sûr. C'est sûr que puis je pense qu'on va pouvoir aller beaucoup en détail dans, je pense que c'est l'épisode 3 qu'on se réserve. Mais moi, je pense que là, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de gains énormes avec tout ce qui est la technologie, l'intelligence artificielle, l'automatisation de la construction. Ça va vraiment, je pense qu'on n'a pas le choix d'investir énormément là-dedans pour venir réduire l'impact de la crise de la main-d'œuvre. Fait que ça, c'est sûr. Puis on le voit déjà que des grands constructeurs au Canada ont commencé à investir beaucoup, beaucoup là-dedans. Que ce soit dans le développement des infrastructures ou dans la construction. Comme par exemple, un projet que j'aime beaucoup, 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 c'est le REM à Montréal, le Réseau Express métropolitain, qui est le nouveau train intelligent 100% automatisé à Montréal. Quand ils l'ont construit, pour les gens qui ont peut-être conduit ou passé à côté, il y avait tout un genre de bras qui allait de pilier en pilier, puis que les blocs arrivaient déjà en genre de précasse, préconstruit, puis ça montait comme des blocs Lego. Ah, très cool. Puis je regardais ça, puis je me disais, la rapidité de construction pour une infrastructure, que ça soit tout en bloc comme ça, c'est quand même impressionnant. Le nouveau pont Champlain, le nouveau pont à Montréal aussi, c'était en pré-usiné. Alors, c'était des blocs qui venaient comme des blocs Lego. Alors,
moi, je suis un grand croyant que ça, on va pouvoir faire beaucoup, beaucoup de gains. Ouais. Mais ça prend toute innovation, tout ça prend du temps à s'implanter. Puis surtout au niveau du privé, à l'échelle de développeurs de quartier ou comme un peu comme ce qu'on fait chez Brigitte, ben, les répercussions vont être beaucoup plus, je pense, dans les grandes infrastructures. Puis après ça, on va pouvoir le voir peut-être s'automatiser dans d'autres volets. Oui, absolument. Puis, quel autre challenge, parce que je pense pas qu'on a fait une liste exhaustive, mais quelle autre tendance est-ce que tu vois qui vont adresser des enjeux qu'on vit en ce moment? Ben, je pense qu'en ce moment, puis on l'a vécu beaucoup avec la pandémie, mais c'est l'isolement social. Les gens sont peut-être, ils se sentent seuls, ils peuvent être stressés. On a une moins grande tolérance de l'autre. On est beaucoup plus rapide à réagir, impatient, des choses comme ça. Puis je pense que en investissant dans des places publiques, en investissant dans des endroits où est-ce que les gens peuvent se rencontrer, peuvent passer du temps ensemble, puis voir des gens qui sont différents qu'eux, va faire en sorte qu'on va revenir vers une cohésion sociale qui va être beaucoup plus stable et en santé. Puis je trouve que, mettons, encore là, je donne beaucoup de fleurs à Montréal, mais c'est une ville que je visite beaucoup. Puis je l'appelle le petit Europe en Amérique du Nord parce que on va là-bas puis on ressent un peu la même énergie que quand on visite des vieilles villes. Oui, absolument. J'ai tellement de plaisir à marcher là-bas. C'est certain parce Vraiment. Pas conduire du tout, là, on s'entend. Les villes ne devraient pas être faites pour conduire, je pense. C'est ça. Puis j'ai un ami qui vient de déménager à Montréal, dans un beau quartier. Puis c'est ça qu'il a dit. Il a dit, je suis comme, mais conduire, c'est pas le fun, t'es stuck dans le trafic. Mais il dit, je conduis pas là-bas, je marche partout. Puis c'est ça. Je suis à côté du fleuve, puis le centre-ville est à 15 minutes. Puis c'est juste une façon de vivre qui est différente de comment moi j'ai grandi. J'ai grandi dans un petit village pas loin d'Ottawa qui s'appelle Embrun. Donc, il faut que tu aies un véhicule pour... Souvent, on allait en ville pour toutes nos nécessités éventuellement. Puis c'est ça, c'est une façon de vivre, mais il faut changer ça une fois que on voit les solutions qui sont présentées devant nous, qui sont plus saines et viables à long terme, on peut le dire. À 100%. Puis n'importe qui veut l'essayer, là, puis je suis d'accord, là, arriver à Montréal en auto, c'est l'affaire qui me stresse le plus au monde. Je me dis, c'est sûr, je frappe quelqu'un, c'est sûr. C'est mal fait. Ou bien fait, dans le sens qu'on met l'humain d'abord. Il y a plus de piétons, il y a plus de cyclistes. C'est comme quand tu le dis de même, c'est très évident. C'est comme un tax, un disincentive qui te force quasiment à vivre sans auto, puis juste être dans ton quartier avec tes amis. Bien, 100%. Puis on voit les répercussions positives que ça a. À Montréal, il y a une étude qui est sortie que, dans le fond, tout le trafic économique dans toutes les rues qui ont fermé à Montréal, ou qui ont ouvert aux piétons, 2100 business ont été, mettons, impactés par cette mesure-là, où est-ce qu'ils ont mis du mobilier urbain, ils ont rendu ça accessible pour les piétons. Le trafic économique a triplé en moyenne. Oui. Alors, il y a un effet positif à faire ça. Il te faut la densité, c'est sûr. Il te faut les gens, il te faut le transport. Et c'est un network qui est complet. Mais ce que j'allais dire au début, c'est n'importe qui veut vraiment l'essayer, qui part d'Ottawa ou de Gatineau, qui va à Montréal, je vous conseille de stationner votre auto à Sainte-Anne-de-Bellevue, prendre le train EXO, arriver au centre-ville, puis après ça, de vivre Montréal une fin de semaine sans voiture. Puis je vous dis, votre expérience, votre niveau de stress va être réduit là, de façon exponentielle. Ou encore mieux, partir d'Ottawa en train, mais ça, c'est un autre... c'est encore mieux. Très, très cool. Est-ce qu'il y a d'autres tendances qu'on peut couvrir au niveau des villes modernes? Je dirais dans les tendances, peut-être là, c'est plus au niveau immobilier, mais... tout ce qui est le retail, puis le magasinage, évidemment, avec tout ce qui est le magasinage en ligne, on en parle souvent. Qu'est-ce qui va se passer au monde du retail, puis l'achat, etc. La tendance, je pense, ça va être d'aller vers plus de créer des expériences, créer des lieux de rencontre.
Puis ça revient un peu à ce que je disais sur les places publiques à Montréal, les troisièmes lieux. Puis je pense que de parler des troisièmes lieux, ça pourrait être quelque chose de super important parce que c'est là où est-ce qu'on voit les grands changements sociaux se créer, c'est dans les troisièmes lieux. On l'appelle le salon de la société. Alors, un troisième lieu, c'est n'importe où entre la maison et le travail. Ça peut être un banc de parc, ça peut être un parc, un café, une bibliothèque, un restaurant, un trottoir. Ouais. J'avoue qu'ici à Gatineau, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup d'endroits comme ça. Je sais que vous êtes en train de créer ça sur Saint-Joseph. Comment tu appelles ce complexe-là? À Espace Canva. Espace Canva. Puis Ouais. j'ai ce sentiment-là. J'ai été l'autre jour à l'IGA parce que je vis à 2 blocs. OK. Puis il y a une énergie là que je ne trouve pas ailleurs, à beaucoup de places, en fait. Je peux pas dire du tout, mais à beaucoup de places. Ben, c'est sûr qu'on essaie de le recréer là temporairement, puis de générer un peu cet effet-là. Puis avec la ruelle en arrière, on a ajouté du mobilier urbain. Avant, c'était un espace qui était complètement délaissé. C'était là où est-ce qu'on faisait la livraison de camions. Ouais. Puis là, maintenant, c'est rendu une place où tu peux aller te prendre une petite crème glacée, t'asseoir. On a des stations de coworking extérieures, fait que tu peux venir travailler à l'extérieur gratuitement. Il y a du Wi-Fi. Puis je pense que ces lieux-là vont permettre à des gens de se rencontrer de façon plus spontanée. Ouais. Mais encore là, je pense qu'à Gatineau, il faut investir beaucoup plus à ce niveau-là. Absolument. Je pense que la ville l'a bien fait avec Saint-Joseph au niveau du trottoir. Il est très large, c'est super le fun. Mais encore là, il y a 4 à 5 voies d'automobile sur Saint-Joseph. Les gens conduisent vite, etc. Fait que de rajouter, on va dire, des pistes claires, des choses comme ça, aiderait énormément à réduire puis à créer vraiment une rue d'ambiance plus intéressante. Puis dans les troisièmes lieux, une histoire justement que j'aime beaucoup en Angleterre, à Manchester, ça a été une des villes où il y a eu beaucoup, beaucoup de changements sociaux dans les années. C'est là où parce qu'il y avait beaucoup justement de minorités qui déménageaient là pour tout le côté plus industriel pendant l'effervescence économique. Puis chaque fois on va dire qu'il y avait un besoin de respecter les travailleurs plus, il y avait un lieu public qui était directement devant la maison de ville. Alors, c'était super facile pour les gens d'aller manifester ensemble, d'aller revendiquer leurs droits. Alors, on ne voit jamais personne aller manifester dans un stationnement de centre d'achat, par exemple. Mais dans une place publique où que c'est un bien public, les gens peuvent se déplacer puis aller revendiquer leurs droits dans ces endroits-là. Alors, je pense qu'il ne faut pas hésiter à créer des endroits où les gens peuvent s'approprier, se sentir comme si c'est un lieu neutre où on peut aller s'exprimer, rencontrer des gens, puis simplement retrouver la cohésion sociale. Ouais. Ça, je pense que c'est une tendance ou un besoin important. D'accord. Puis, tu sais, pendant qu'on est sur le sujet, puis je pense qu'on peut presque pas terminer là-dessus, mais il y a quelques questions qui peuvent en suivre, mais on est à Gatineau. C'est la ville, je pense que tu as grandi ici, n'est-ce pas? Parle-nous des enjeux uniques à Gatineau ou comme particuliers à Gatineau. Puis ensuite, c'est quoi ta vision pour le développement de la ville? Étant bâtisseur citoyen, comment tu vois ça? Puis si quand tu fermes tes yeux puis tu imagines la ville de Gatineau en 30 ans, puis toutes les choses que tu veux réaliser ont été réalisées. C'est quoi l'état de la ville dans ce cas-là? Tout le monde va vouloir y vivre. Non. Mais Gatineau pour la vie. Gatineau pour la vie. Mais non, mais je pense que Gatineau, c'est une des villes qui a le plus grand potentiel au Québec. Si je peux me permettre de rêver. Mais la raison que j'y crois, c'est que quand on regarde au niveau géographique, on est en plein milieu entre Montréal et Toronto. On 2 grandes métropoles. Les gens peuvent travailler maintenant à distance. Il y a le TGF aussi, le train à grande fréquence qui va éventuellement passer par Ottawa, qui va être développé. Tu penses? Ah, c'est sûr. Économique. Ah ouais. Je serais prêt quasiment à mettre ma main au feu, je pense. Oh boy! Oui. Ça fait des années que j'entends parler de ça, mais c'est tout le temps compliqué, c'est trop cher.
C'est ça que je On disais. pourrait parler longtemps du financement du transport collectif, des trains, mais les modèles financiers sont mal faits. Mais quand on va vraiment prendre toutes puis peut-être que l'intelligence artificielle va être une belle solution là-dedans pour étudier le transport. Mais quand on prend toutes les dépenses externes, puis les coûts externes reliés à l'automobile, puis on le met dans le modèle complet, C'est un no-brainer. c'est un no-brainer. OK. Mais fait que je pense que géographiquement, on est super bien positionné. Ensuite, en termes d'accès à la nature, Gatineau, c'est incroyable, c'est capoté. D'avoir un parc à Gatineau que à peu près n'importe où est-ce que tu es dans la ville, que tu peux avoir accès. Il n'y a aucune autre ville qui a ça. Montréal, ils ont le Mont-Royal, mais tu fais le tour assez vite. Gatineau, tu as 370 km² de territoire. Puis même là, je pense du parc de Gatineau, je pourrais me rendre jusqu'en Saguenay. Non, mais en voulant dire, par la forêt, là, c'est incroyable, incroyable. Puis ensuite, on a tous les cours d'eau. Les villes comme Copenhague, où est-ce qu'on peut se baigner en milieu urbain, se rafraîchir, profiter de l'eau, ils ont vraiment une appréciation énorme. Fait que je pense que si Gatineau, on mise sur notre parc de la Gatineau, sur nos cours d'eau, puis qu'on rend nos cours d'eau plus accessibles aux humains pour se baigner. Je sais qu'il y a du river surfing devant le parc Moussette. Mais si on l'officialisait puis on investissait là-dedans, comme le fait Bend, B-E-N-D, en Oregon, en plein milieu du centre-ville, eux, ils ont une grosse vague de surf de rivière. Puis ça l'attire des grandes crowds et des grandes foules. Le monde vient de voir ça. Il y a un petit resto à côté. Dans quelle ville, ça? B-E-N-D, en Oregon, Bend. Bend. Une ville qui ressemble géographiquement un peu à Gatineau avec une rivière qui passe dans le milieu, un peu industrielle. Ils ont attiré énormément de personnes du secteur de la tech à cause justement de Portland puis de San Francisco. En 2019, c'était la 5e ville avec le plus de croissance aux États-Unis. Je ne connais pas les stats aujourd'hui, mais belle effervescence. Fait que je pense qu'à Gatineau, il faut qu'on mise sur ça. Pas juste le river surfing, mais à rendre les bords d'eau plus accessibles, permettre la baignade. Ottawa l'ont fait avec le River House, là, juste à côté du Parlement, du côté de la maison du premier ministre. Là, il y a un endroit avec où est-ce qu'on peut se baigner par la CCN, super bien. Puis ensuite, il ne faut pas avoir peur d'investir dans du transport collectif. Je pense le tram ou un train, peu importe si c'est un tram, un O-train, ça ne me dérange pas. En autant qu'on a un train, on a des rails à Gatineau puis qu'on développe ça, je pense que ça va être extraordinaire. Puis qu'on réalise aussi collectivement que l'accès à vélo à Gatineau pourrait être vraiment, vraiment facile si on était capable de juste développer des liens complets pour les cyclistes. Avec une belle ajout de densité. Je trouve qu'en vélo, d'ailleurs, je te l'ai mentionné, que je vis dans le secteur de Hull, mais comme pas loin de Caneva. Là. Donc, j'ai un accès assez rapide au parc de la Gatineau, mais je trouve que du côté de Gatineau, c'est plus difficile. Je me retrouve souvent sur des trottoirs, c'est difficile de faire du vélo là, mais il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, mais ça ne coûte pas si cher. Moi, quand on regarde ce que Montréal a fait avec leur REV, R-E-V, sont vraiment venus installer des réseaux cyclables rapidement, mais de façon très économique. Ils n'ont pas construit des pistes cyclables, ils ont juste fait de la place pour le vélo dans les rues avec des barrières. Des barrières. Ça ne coûte pas cher, c'est des bons tests. Puis c'est comme en auto, si tu conduis ton automobile, puis tout à coup, la rue disparaît, ben tu vas arrêter de conduire. Tu pas le choix. Ben, c'est la même chose en vélo. Si tu es en vélo, puis là, il n'y a plus de piste cyclable, ben, tu n'as pas le goût de continuer puis de t'aventurer dans des endroits qui sont dangereux. Alors, la connectivité de notre réseau est super importante. Puis, pour aller, mettons, de Gatineau à Hull, actuellement, il y a pas mal juste le pont Noir, le fameux pont Noir où que les autobus passent. Où que les autobus du Rapibus. Et au niveau du parc Fournier, il y a un autre accès là. Mais sinon, à part de ça, c'est assez difficile de faire le transport entre les deux villes. Mais il faudrait vraiment l'officialiser, le rendre plus accessible, mettre des lumières le soir, rendre ça plus intéressant. Puis une fois que tu arrives à Hull,
mais de ne pas avoir peur de faire des tests, de juste fermer une voie sur quand il y a 4 voies, juste en fermer une, puis mettre une piste cyclable bidirectionnelle temporairement, mais de créer un beau réseau. Puis je sais qu'actuellement, la ville travaille sur revoir leur plan vélo. Alors, je suis très, très, très optimiste. J'ai hâte de voir ça. Mais je pense qu'à Gatineau, si on continue de miser sur l'humain, danser notre ville, amener du transport, rendre nos bords d'eau accessibles et profiter de notre magnifique parc de Gatineau, on n'aura pas de problème d'attirer la main-d'œuvre pour tous nos beaux défis. Je suis d'accord sur tous ces fronts-là. Puis, peut-être qu'on va le sauver pour un autre épisode, mais je veux en entendre plus sur le train rapide que tu mentionnes parce que ça me fascine énormément. Est-ce que ça va remplacer des vols d'avion, par exemple? Évidemment. Donc, si on peut faire un tiers de ce que tu viens de mentionner, ben, je pense que tu as raison. Gatineau, ça va être une belle ville où on peut faire une vie puis qui va attirer beaucoup de monde. Penses-tu que dans ce cas-là, on pourrait avoir une ville à 1 million dans 30 ans? 30 ans. Je pense que 30 ans, c'est peut-être, qui sait. Mais je sais que... 3X environ. Oui, je pense qu'il y a un potentiel de croissance incroyable à Gatineau. Je regardais juste, mettons, si on prend le territoire de Gatineau, puis on mettait la même densité, on va dire, que des villes, des grosses villes. Ça serait dans les millions. On pourrait se rendre à 6 millions, 7 millions de personnes qu'on pourrait acquérir sur notre territoire. Fait que je pense que la place pour la croissance, il y en a. Fait qu'il ne faut pas avoir peur non plus de la croissance. Je ne pense pas qu'on est prêt à acquérir 7 millions demain. Puis je ne pense pas non plus que c'est ce qu'on va avoir dans 30 ans non plus. Mais se rendre à 1 million, je pense que c'est pas impossible. Est-ce que c'est dans 30 ans? Est-ce que c'est dans 50 ans? Mais on va finir par y arriver. Oui. Puis on va sauver toute la notion de l'intégration de la technologie dans l'urbanisme pour la prochaine fois. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais mentionner avant de fermer cet épisode-ci? Bien, c'est sûr qu'on n'a pas parlé énormément de technologie, mais évidemment, on en a hâte. Là, c'est super le fun. D'être enthousiaste envers la technologie, je pense que c'est important de vouloir innover. On n'a pas le choix, il faut trouver des solutions. Mais je pense que c'est super important aussi de comprendre les villes, ils servent à quoi? Bien, c'est pour les humains. Alors, il ne faut jamais oublier que peu importe la technologie, l'innovation qu'on va générer, en bout de ligne, c'est pour répondre à une et seule question. Est-ce que l'humain va être bien là-dedans? Je suis entièrement d'accord. J'ai toujours dit que pour moi, la technologie, c'est un outil. C'est ça. Puis on essaie de régler des enjeux humains avec ces outils-là. Depuis le moment qu'on a inventé le feu, qu'on utilisait des roches pour mieux couper des arbres, peu importe, la roue, l'ordinateur, le AI maintenant qui transforme le monde à une vitesse incroyable. C'est des outils pour des humains, puis c'est supposé de rendre nos vies plus faciles. Des fois, ça fait l'opposé, puis ça a des conséquences inattendues. Peut-être que les médias sociaux, à un certain point, c'est débattable. Est-ce que c'est 100%? Ben, c'est pas 100% positif, mais c'est comme 50-50. C'est ça. Puis il ne faut pas avoir peur non plus d'avouer une erreur. C'est comme, je pense, la personne qui a inventé les Nespresso, c'est les petits cups jetables. Au début, maintenant, il regrette, je pense, de ce que j'ai pu comprendre, il regrette beaucoup son invention. À cause des déchets que ça l'a généré. Ça, mais au début, c'est une invention, c'est incroyable. Puis il a trouvé une solution de rendre le café plus accessible. Alors pour l'humain, on se dit, wow, OK, il a trouvé une belle invention, mais là, les répercussions sont plus grandes. Mais ça, c'est la beauté de la technologie sur ce point-là. Ensuite, tu peux inventer une nouvelle technologie ou intégrer une nouvelle technologie qui va rendre le plastique biodégradable. Right? On dirait que comme les possibilités sont infinies, mais ce qui aurait été le fun, c'est que dans son invention, qu'il aurait pensé à ça le moment même quand il le commercialisait, d'essayer de vraiment faire un effort pour prendre en compte l'environnement puis l'impact secondaire, tertiaire que ça pourrait avoir. Mais j'ai un feeling, en tout cas à l'Institut Innovation Gatineau, où on accompagne des startups, j'ai l'impression que les entrepreneurs sont plus mindés environnement et sont plus mindés les conséquences de nos actions. Donc, c'est un bon réflexe. Je pense que ça va continuer dans le futur. Je pense qu'on a appris un peu des erreurs du passé. Puis si ça continue de même, peut-être qu'on peut développer des technologies qui vont être
plus saine, plus pensée. Ouais, c'est tout ce qu'on peut demander. C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis, mais c'est ça, il va vraiment falloir que, que tout ce qui est l'utilisation des nouvelles innovations, que ça soit surtout dans les milieux urbains. Puis on pourra en parler. J'aimerais. Je ne veux pas donner le scoop pour ma position sur les autos intelligentes, mais je pense que ça va avoir besoin d'avoir des grands experts dans le domaine, des urbanistes, des gens qui ont étudié les villes, qui comprennent les complexités des villes. Puis ça va être quoi les défis de l'insertion d'une telle technologie dans nos villes pour pas que ça vienne justement faire le même effet qu'on a vu l'automobile standard avoir sur nos villes pendant les derniers 70 ans. Alors, je pense que si on le fait bien, l'innovation, let's go, on y va. Mais il y a vraiment ça prend une prudence, puis une certaine réflexion, puis toujours se poser la question, est-ce que le bonheur humain va y être? Je pense que c'est une bonne place où l'arrêter pour aujourd'hui. Je pense qu'on a... Le bonheur humain, Ouais. right? Donc, Jesse, merci. Ça a été un plaisir. J'ai appris beaucoup de choses. J'espère que l'audience a aussi appris. J'en suis certain. La prochaine fois, on va aller encore plus en profondeur au niveau technologie, dans les villes, comment on les utilise, quoi les répercussions négatives. Puis ensuite, on va enchaîner avec un épisode plus spécifique sur le bâtiment, puis toutes les tendances qui émergent de ce côté-là. As-tu des derniers commentaires à faire? Non, ben merci beaucoup pour la belle conversation. Évidemment, moi aussi, j'en apprends toujours quand je parle avec toi. Là, fait que c'est toujours le fun. Un plaisir. Donc, merci, puis à la prochaine. Yes, salut. All right. Les boys! Soufiane, t'étais là tout le long? Ah, cool.